Voilà mes quelques notes pour pas oublier le sujet. C'est juste les questions. Malheureusement, ça a l'air que ça fait peur à nos amis Laurent Chaudarel, Lien Alcatraz, Lionel Ferrari et tous ces gens qui aiment bien parler quand je suis pas là. Je leur ai offert, puis ils ont pas voulu venir en parler, en débattre avec moi en direct. Fait que je sais pas s'il y a des gens qui vont vouloir m'appeler par Messenger ou que je les contacte pour qu'on en discute ensemble. J'ai environ 9 sujets concernant la forme de la Terre. Puis j'aurais aimé ça qu'on débatte tous ensemble dans le respect de nos perceptions, puis ce qu'on a découvert, puis ce qu'on en pense. Parce que d'une certaine manière, pour payer tous ces bunkers sous terre, ça prend un moyen monétaire. Donc, peut-être que la NASA et tous ces organismes sont un peu frauduleux dans le but d'extraire des trilliards, des quadrilliards niveau mondial et pouvoir faire en partie, payer du moins une partie ou une très grande partie de leurs infrastructures militaires underground. Donc, on dit que plusieurs personnes dans le monde actuellement croient que la Terre est plate. Exemple, en France, il y a 9% de la population qui croit que la Terre est plate. Au Brésil, pour donner un autre exemple, c'est 7% qui croient que la Terre est plate. Et aux États-Unis, c'est environ 3 à 4%. Ça représente 12 millions d'Américains. Donc, au Québec, je le sais pas, mais je le sais qu'on est plusieurs parce que j'en ai rencontré beaucoup. Puis pour moi, la Terre n'est pas elle n'est pas plate. C'est deux géodes, si on pourrait dire ça comme ça, qui sont dans le même champ d'inertie magnétique qui, lui, fait partie de la sphère totale des énergies, mais le problème, c'est qu'il y a deux charges, comprenez-vous? Donc, il y a deux morceaux pour les deux énergies positives et négatives qui se rejoignent dans ma vision. Mais on va y en venir un peu plus tard. Fait que la première question, je sais pas s'il y a des gens qui vont vouloir appeler à ce sujet-là ou échanger avec moi à ce sujet-là dans le chat avec les gens présents, mais la première question, sujet 1, la Terre bouge-t-elle? Vos recherches et votre perception. Donc, est-ce que vous croyez que la Terre, elle bouge? Je sais pas s'il y a des gens qui veulent se prononcer là-dessus. Moi, je peux vous dire que pour ce qui est de ma part, puisque je peux pas parler avec mon ami Laurent Chaudarel, ni Aurélien Alcatraz, ni personne étrangement qui veut venir défendre la science devant moi en direct. Pourtant, ces gens-là, dans mon dos, ils se laissent aller. Enfin, j'aurais bien aimé ça, mais pour moi, la Terre, c'est clair que les continents se déplacent lentement, puisque si je fais des recherches, puis je vous invite à aller voir vous-même, c'est Radio-Canada. C'est un article qui explique que si vous écrivez « Le Canada fonce vers la Sibérie à plus de 55 km par an », Radio-Canada, ça devrait vous trouver le site et l'article dans lequel il mentionne que la preuve, en fait, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable que bel et bien nous bougeons. Mais pour moi, la vérité, c'est que nous bougeons de 27,5 km de la gauche vers la droite, admettons, pour la Sibérie, et de la droite vers la gauche pour ce qui est du Canada. Donc, 27,5 pour un total approximatif de 55 km de mouvement. Mais l'affaire, c'est que ça prouve aussi l'autre point de syllogisme. Le deuxième argument qui prouve ce que j'affirme, c'est premier exemple, l'eau dans les toilettes. Exemple en Australie versus ici qui tourneront pas dans les mêmes directions. La même chose pour la polarité des astres observés dans le ciel. Pourquoi? Ben parce que deuxième exemple de syllogisme, les énergies, les choses polarisées comme la lumière ou l'eau, vont naturellement suivre le courant induit par les champs électromagnétiques et l'énergie qui circule, puisqu'ils sont facilement polarisés, polarisables et influencés. Et nous savons que l'eau est diamagnétique, comme nous savons que les photons sont la résultante quantum luminescente électromagnétique, donc ils suivent leur polarité. Donc, voici les preuves de pourquoi est-ce que moi je crois que la Terre bouge très lentement, mais pas la Terre en elle-même, mais bien les continents.
les continents se déplaçant très lentement. Donc voici ce que j'ai découvert à propos de mes recherches. Et ensuite, à propos de ma perception. Ben, quand que je regarde autour de moi, de ce que je perçois, je vois clairement les étoiles pas mal toujours au même endroit. Je vois clairement que de mon point de vue, qui est moi l'observateur, là-haut, ça ne bouge pas trop. Et puis, je peux le voir aussi dans ma perception sensorielle. Si je suis en hélicoptère, je monte dans les airs puis je reste là, j'observe rien au loin qui me donne l'impression d'être en mouvement. Là, vous allez me dire, oui, mais quand t'es en voiture, tu bouges aussi vite que la voiture. Oui, mais je vois le reste autour qui se déplace de différentes angles, de différents mouvements. Je les vois grossir et rapetisser. Je les vois disparaître au point de fuite de l'effet de la profondeur. Mais quand je regarde les astres, les étoiles, je peux pas dire que je les vois s'éloigner, diverger, changer d'alignement, grossir ou rapetisser. Donc, moi, OK, je ne bouge pas, je suis l'observateur et pour quantifier ça du côté d'une personne qui se dit sur une terre sphérique, je dirais que c'est parce que je me déplace comme dans la voiture, avec la voiture, donc je ressens pas le mouvement. Mais, comme j'ai dit, je vois tout le reste dans ma voiture, extérieur ma voiture, bouger, changer de forme, changer de distance, changer de grosseur. Pareil pour les lumières des lampadaires et compagnie. Donc, ma perception fait que quand je regarde clairement l'infini du ciel en ce moment, je ne vois rien de toutes ces choses-là. Ça, c'est mon opinion, puis j'en démordrai pas. Donc, pour moi, c'est clair que la Terre, malheureusement, ne bouge pas. Les continents sur Terre bougent parce qu'il faut pas oublier que toutes les pressions et les énergies, veut pas à un certain endroit, vont créer tellement de pression et de chaleur que toutes les matières, comme la roche, nous le savons, peut être liquide et en fusion comme le magma ou différents métaux. Ce qui veut dire que plus que je descends dans le centre de la croûte, plus que la pression et l'énergie y est forte. Donc, à la grandeur de sa surface, dans une couche comme dans un gâteau, si on pourrait dire la crème, dans 2 couches de gâteau, le crémage, ben ça c'est le noyau, c'est tous les liquides, c'est tout ce qui est ferreux magnétique, c'est tout ce qui est en fusion en fait. Donc, ça crée la fameuse photoélectricité. Mais bon, là, on est rendu au sujet 2, parce que je pense que j'ai bien expliqué le sujet 1 pour ma perception. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut tenter sa chance, puis expliquer son point de vue d'une personne qui voit la Terre sphérique, pas ronde, hein, parce que rond, c'est un adjectif, qui rond est un cercle, et un cercle, c'est un rond et c'est 2D. Donc, quand on dit depuis la nuit des temps que la Terre est ronde, j'aimerais juste vous mentionner que la table est ronde aussi. Regardez. Pourtant, elle est vraiment bien plate. Oh, là, je m'excuse, on a vu quelque chose qui aurait pas dû être visible pour les enfants, mais en tout cas, voilà. Fait que le point 2, à moins que quelqu'un... je laisse une petite minute. C'est fou, pareil, de voir comment que il y a plein de gens qui sont prêts à trasher ce que je dis, mais que très peu sont prêts à venir le défendre en argumentant avec du syllogisme. Beaucoup disent que je veux m'imposer, puis dire juste ma vérité, puis que je laisserai pas personne d'autre s'exprimer, puis parler. Non, c'est pas mon but. Mon but, là, c'est d'avoir un échange avec les gens pour comprendre là où je pourrais me tromper et qu'est-ce que j'aurais pu manquer comme information et s'il y a moyen qu'on arrive dans un débat à un compromis ou littéralement une prise de conscience. Malheureusement, vous voyez, personne ne se présente. Donc, sujet 2. La fameuse courbe de la Terre ou un effet de profondeur. Je vous le demande. Donc, si on prend en compte que la Terre, qui est une sphère selon les globistes, ferait plus de 40 075 km ou 40 055 km de diamètre, comment est-ce que la courbe terrestre pourrait débuter à l'horizon quand, en moyenne,
les gens font 1,80 m et voient maximum à 4 km,789 m à 1,80 m de haut, puisque c'est la vision stéréoscopique conique inversée de l'œil humain qui crée ce petit pépin. Donc j'aimerais savoir, côté Globis, comment est-ce qu'une sphère de 40 075 km peut-elle commencer à courber à un point tel que je n'y vois plus rien à simplement 4 km,789 m? Je vous le demande. Est-ce réellement à cause du calcul mathématique qui n'existe toujours pas fait par la NASA? Comment se fait-il qu'actuellement, en 2020, nous n'ayons pas le calcul exact du pourcentage de drop de cette belle courbe? Comment se fait-il? Peut-être parce qu'en réalité, cette courbe n'est visible que par l'effet stéréoscopique conique inversé de l'œil humain, de là Pythagore et les triangles partout faits par l'être humain, parce que l'être humain, dans sa façon de décoder la vérité, il va toujours par triangulation, trigonométrie, Pythagore, pyramide. Quelle est la forme la plus simple sur Terre pour construire un abri ou avoir quelque chose de solide? Donc, pour moi, en toute logique, quand je regarde au loin, si je vais sur la plage ou sur le bord de l'océan ou dans les grandes plaines du Canada, qui étrangement, si je vais sur le site de la topographie du Canada, puis que je regarde le dénivelé géographique de 6000 km de continent, il y a à peine 60 cm d'écart sur 6000 km. Donc encore là, par mes recherches, je n'ai trouvé aucune courbe, soit calculée par des scientifiques, soit par la topographie réalisée ou toutes les maps. Parce que si vous allez sur Internet, vous pouvez avoir les positions géostationnaires par satellite, puis vous pouvez mesurer le niveau de plusieurs endroits directement par les métadonnées. Puis vous allez vous apercevoir que d'un bout à l'autre du pays, il y a un dénivelé d'entre 40 et 60 cm sur tout le long de la côte du Canada, d'un bout à l'autre du continent. Fait que je vous le demande vraiment, est où cette courbe selon mes recherches? Ensuite, selon ma perception, si je filtre l'effet conique stéréoscopique inversé de l'œil humain et que j'outrepasse ma vision, mon raisonnement en tant qu'être vivant, puis que j'y vais analytiquement, critiquement, puis juste scientifiquement, sans aucune discrimination de la donnée, puis que je me pose la question, si je serais un oiseau, une sauterelle, un poisson, ou n'importe quelle autre forme de vie, est-ce que je verrais l'horizon courbé? Parce que la question à cette réponse est simple. Pourquoi je vois ou nous voyons le sol monter, toucher le ciel, et le ciel baisser, toucher le sol? Quand que la donnée est claire, le ciel et le sol ne se touchent nulle part sur Terre. Nulle part. Ensuite, dans ma perception, lorsque je suis un pilote d'avion, ou que je suis en avion, je ne vois jamais des avions s'incliner vers le bas. Jamais. Pourtant, ils devraient suivre la courbe. Ensuite, dans ma perception, si la Terre rotationne dans un sens, et que moi je pars en avion dans le sens contraire, et que j'essaye de faire ça dans une toupie sur Terre, qu'est-ce qui arrive? Je dois me battre contre les forces contraires du mouvement rotatif qui génère une force G qui me plaque. Je suis collé dans la force rotationnelle. Donc, je vous demande, si la force rotationnelle de la Terre, dite gravité ou autre chose nommée, peut maintenir les océans et tous les continents, comment se fait-il que si la Lune est attirée et maintenue par la gravité,
elle s'éloigne d'1 centimètre par année. Je vous le demande. Donc, encore une fois, de par mes recherches, de par ma perception, de par toutes ces choses-là, il me semble évident qu'encore là, nous avons un problème. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'énoncer là-dessus? C'est quelqu'un qui veut prendre la chance d'expliquer l'effet de profondeur et la courbe terrestre, comment se fait-il qu'elle n'a jamais été mesurée à ce jour et calculée à ce jour par des experts scientifiques renommés pour mettre fin une bonne fois pour toutes au débat? Qui est prête à contrer le fait de la topographie du Canada? Qui est prête à contrer l'effet conique stéréoscopique de la vision humaine? Qui est prête à m'affirmer qu'il peut calculer la courbe de l'astère de 40 115 km de diamètre quand on dit que l'horizon est à 4 km 789 mètres quand on mesure 1,80 m et on y dit que l'horizon est le début de la courbe terrestre? J'aimerais un expert qui m'explique toutes ces choses, s'il vous plaît. On va laisser quelques secondes. Je vais me tasser pour boire et fumer quelque peu. Et je vous reviens très bientôt en souhaitant la présence d'un scientifique globiste de renommée qui va être présent pour débattre vraiment. Parce que je vous voyais pas venir trasher mon vidéo dans mon dos quand je l'ai annoncé puis que je suis ouvert au débat. Là, à un moment donné, faudrait arrêter d'être ridicule. Vous commencez à me faire penser à TVA. On est correct. Donc on va aller maintenant, comme il n'y a personne qui semble me téléphoner. On a vu pourtant Laurent nous écrire. Il peut pas nous appeler, il est dans un centre commercial, il a surtout pas 5 minutes. Tu sais, un téléphone pendant que t'attends en ligne d'attente ou que t'es dans l'autobus ou que tu marches sur la rue. C'est très, très difficile de faire ça. Parler et se déplacer. Sujet 3. On s'amuse, non? Moi, je m'amuse, j'aime ça. J'adore ça, même. C'est des heures de plaisir. L'espace spatial, par définition. What the fuck is that? Qu'est-ce que l'espace spatial, par définition? Puis là, j'aimerais demander à tous les globistes, niez-vous la définition des dictionnaires aussi? Niez-vous le petit Robert, le Larousse et toutes ces choses-là qui vous font fuir pendant que je suis à vos trousses? C'est sûr, je vous comprendrai, man. Donc, qu'est-ce que l'espace spatial par définition, si ce n'est que l'absence d'atmosphère, c'est comme l'endroit dénué d'atmosphère entre deux corps célestes. Donc, l'espace spatial, par définition, si vous ne niez pas le dictionnaire et la réalité scientifique de ce qui est énoncé, ben, c'est l'endroit dénué d'atmosphère entre deux corps célestes. OK. Ensuite, je vous demanderai, par définition toujours, mes chers globeux, je m'excuse quand je dis ça, c'est pas dans le but d'être un insulte, c'est parce que c'est dans le milieu des sites de ces endroits-là, ils se parlent comme ça. Des globistes, puis des platardistes, puis c'est comme ça que ça se parle là-bas. Des grands échanges scientifiques. Je vous demanderai d'aller voir dans le petit Robert, le Larousse et compagnie, la définition du mot atmosphère, et dites-moi que ce n'est pas une enveloppe gazeuse.
Donc ensuite, j'aimerais vous demander, troisième question dans le même sujet, qu'est-ce que la ligne de Karma et est-elle réellement scientifiquement éprouvée ou est simplement arbitrairement votée pour des principes d'aérodynamique, de poussée, de portance et de mécanique ou ménotechnique? Je vous le demande. Est-ce que la ligne de Karma, avec les définitions d'atmosphère et d'espace spatial, est réellement la limite de l'espace sur Terre? Voilà ma question, mes chers globus. Je vous le demande. Par définition du mot espace spatial, atmosphère et par le rôle arbitraire de la ligne de Karma, est-ce que l'espace spatial commence réellement à 80 km sur Terre? Puisque pour être un astronaute ou un cosmonaute, qui je vous demanderai la différence étrangement, peu de gens la connaissent, y en a-t-il une réellement? Doit simplement surpasser cette ligne fictivement établie de Karma qui est à 80 km. Donc j'aimerais comprendre, par définition, si l'espace spatial est dénué d'atmosphère et que l'atmosphère est l'enveloppe gazeuse, j'aimerais comprendre jusqu'où l'équipe de SOHO, menée par Jean-Loup Berthaud, franco-russe, avec les images de la sonde SOHO, ont démontré que la dite géocouronne s'étendait de cette Terre. Et qu'est-ce qu'une géocouronne par définition? Donc, niez-vous encore une fois, mes chers globis, la définition du petit Larousse, du petit Robert et compagnie, et de tous nos amis les dictionnaires présents sur cette Terre. Niez-vous la définition encore? Qu'est-ce qu'une géocouronne et qu'est-ce que la limite de la géocouronne de notre belle planète, si ce n'est que ce qui a été démontré et calculé par l'équipe franco-russe menée par Jean-Loup Berthaud, qui a des articles de journaux en passant dans le CNRS ou même Radio-Canada. Donc, je vous invite à aller valider par vous-même. Et le quote du scientifique est que la Lune vole littéralement dans l'atmosphère terrestre. Pourtant, la Lune est à 384 400 km selon les globis. Donc, j'aimerais comprendre, si l'atmosphère de la Terre se rend et que la Lune vole littéralement, selon les scientifiques et leurs études, dans l'atmosphère terrestre, comment est-ce qu'on peut être dans l'espace au-delà de 80 km dans la ligne de Karma, si l'espace est dénué d'atmosphère entre deux corps célestes et que l'atmosphère, par définition, est une enveloppe gazeuse et que cette enveloppe gazeuse de la Terre s'étend jusqu'à 630 000 km de celle-ci. Donc, je vous poserai une autre belle question. Qu'est-ce qu'un satellite à 2000 km dans une orbite basse ou un satellite géostationnaire à 36 000 km dans les airs s'ils ne sont pas littéralement eux aussi présents sur cette Terre, dans notre atmosphère, et qu'ils n'ont rien à voir avec l'espace spatial dénué d'atmosphère entre deux corps célestes qui auraient été normalement, selon leurs énoncés, entre la Terre et la Lune, qui sont deux corps célestes, selon nos amis de la NASA. Pourtant, comment est-ce qu'un corps céleste peut-il être unique dans son unicité s'il fait partie de l'atmosphère d'un autre Terre? Je vous le demande, mes chers confrères. Donc, y a-t-il un globus qui veut prendre la chance d'ostiner les dictionnaires, d'ostiner les définitions, d'ostiner l'équipe du CNRS de Jean-Loup Berthaud avec les études de Soyo? Y a-tu quelqu'un qui veut prendre une chance sur le vote arbitraire de la ligne de Karma? Y a-tu quelqu'un qui veut prendre une chance contre Jonathan? Je vous attends, man. Let's go. Vous êtes où, mes grands savants? Vous êtes où, mes globulants? Des fois, je me le demande en sacrament. Ça fait 1 an que je cherche du monde pour en débattre publiquement. Tout le monde se sauve, man. Tout le monde. Je sais pas pourquoi. Je me le demande des fois. Hein? De la drogue, man.
c'est toujours bon de la drogue aux pommes. Parce qu'ils disent que le cerveau consomme du sucre et que c'est l'organe qui consomme 20% en moyenne de l'énergie du corps. Dans mon cas, j'en ai besoin du sucre, man. Je te le dis, parce que j'en consomme en tabarnak de l'énergie là-dedans. Donc, as-tu quelqu'un qui veut s'essayer? Non? Personne m'appelle? Personne veut que je l'appelle? Ça va bien, pareil, vu que je suis tout seul à débattre. C'est presque difficile. On est rendu à 3 sujets de fait, là. Ça va bien, hein? Sujet 4. Ça, c'est un sujet que j'aime bien, puis encore là, je suis sûr que j'aurai aucun globus, ni Laurent, ni Aurélien, ni personne, je vous le garantis. La fameuse gravité. Comment se fait-il que la dite gravité, qui est la relativité générale, n'est toujours pas validée et certifiée à ce jour, puisque maintenant nous parlons du champ de Higgs et du boson de Higgs et toutes les interactions de l'énergie qui donnent la masse à la matière, qui en réalité n'a rien à voir avec la gravité, mais bien plutôt qu'avec l'énergie cinétique ou l'énergie forte des gluons et des quartz et toute cette dompe, et ensuite des électrons libres qui émergent à très grande vitesse. Ensuite, je vous demanderai, est-ce que la gravité, si elle existe, elle est prouvable? Comment se fait-il qu'en dessous de 0,1 mm, elle ne se quantifie pas, elle ne se mesure pas, et ensuite de ça, au-delà d'une valeur dite normale, donc terrestre, déjà établie d'un organisme connu, hein, ben nous devons appliquer des variantes constamment pour réajuster la dite gravité ou relativité générale. Ensuite, j'aimerais vous demander, dans la physique quantique ou standard des particules, est-ce que c'est la relativité générale ou restreinte qui est utilisée? Et quelle est la différence entre la relativité générale et la relativité restreinte? Ben, la relativité générale, hein, on le sait, c'est la dite gravité, tandis que la relativité restreinte, c'est la chute basée sur les corps des calculs galiléens, la chute des corps galiléens. Donc, c'est pas du tout la même marde. Du tout. Ah, là, on vient de marquer un point encore. Donc, où est la gravité en physique standard des particules? Je vous le demande. Y a-t-il un globulus, un Laurent Chaudrel, quelqu'un qui voudrait venir me prouver, me certifier ce qui est énoncé dans le site du CNRS, encore une fois, puisque j'aime bien avoir des vraies données scientifiques, qui disent que malheureusement, en physique standard des particules, on est incapable de faire marcher la théorie de la relativité générale, donc la gravité. Et ensuite de ça, que dans la physique quantique, même chose. Malheureusement, la relativité générale ne s'applique pas avec la physique quantique, donc la dite gravité. Ensuite de ça, une autre question pour la gravité. Si la gravité est mesurable dans un environnement comme la Terre qui est déjà conçu et permanent, puisque justement, de mon point de vue, les énergies circulent et interagissent, donc créer la masse, qui n'a pas rapport avec la gravité. Mais comment que la gravité a-t-elle pu agglomérer l'univers au moment T-0, qui possédait, selon les dires de nos scientifiques, tout l'univers dans une tête d'épingle? Ce qui veut dire que si l'univers en ce moment est cosmiquement infini, imagine tout ça regroupé dans une tête d'épingle, comment c'était en dessous de 0,1 mm, donc sans gravité. Donc, comment la gravité aurait-elle pu agglomérer toutes ces dites choses? Et ensuite, comment, si c'était maintenu par la dite gravité, cela a pu se propager et se propulser en expansion, qui à ce jour est encore en cours à des vitesses complètement folles et ridicules, qu'on met ça sur le dos de forces électrostatiques, d'effets Casimir, de forces de répulsion noire, d'énergie sombre. Hey! Wake the fuck up, bro!
On colle ça la rivière magnétique sur les ondes électromagnétiques. Donc, par la supraconductivité du vide et du néant que l'univers qui est à 3K, donc moins 270 degrés, on tombe dans la supraconductivité, puis les ions propulsent les électrons et compagnie. Donc, pourquoi est-ce que l'univers prend de plus en plus d'expansion? Parce que nous sommes des sphères d'énergie électromagnétique circulant sur la grande rivière magnétique électrique du Créateur. Et plus nous nous séparons, plus nous prenons de l'ampleur et de la vitesse et tout s'accélère dans une conscientisation qui s'en va toujours vers l'infini de soi. Mais ça, c'est ma réalité à moi. Donc, qu'as-tu à dire, mon cher Globulus, sur tous ces points étranges, non? Ensuite de ça, ben là, j'ai comme un peu intégré mon sujet 5 qui était le boson de Higgs et le champ de Higgs, qui démontre que dans les atomes, quelles sont les interactions principales des atomes qui constituent toute matière? Si ce n'est que 30% cinétique, 60% gluant l'énergie forte, là, de liaison forte. Ensuite de ça, comme je disais, un 8% par les électrons libres. Et le fameux pourcent qui reste, 1% ou 2%, qui est l'interaction entre la matière et les dites particules élémentaires. Donc, quand on regarde dans le beau sujet, le sujet 6, qui est les atomes, je sais pas s'il y a encore quelqu'un qui va vouloir débattre avec moi. On va demander encore une fois à Aurélien, Laurent ou quoi que ce soit, qui veut venir débattre. Y a-t-il un globeux ici qui m'écoute, qui est prêt à venir affirmer puis débattre scientifiquement avec des faits démontrables de syllogisme? Anytime, je te prends à qui tu veux. Sans discrimination, dans le respect, la dignité, l'humilité. Peut-être même que tu vas nous apprendre, à moi et mes semblables, beaucoup de choses. Donc, ça serait vraiment important. Mais, sinon, pour continuer sur le sujet doucement, je te demanderais quelles sont les interactions énoncées, démontrées, répétables, quantifiables et mesurables dans les interactions des atomes et des particules élémentaires. Je te demanderais si c'est la gravité. Je vais être fin, je te donne un choix de réponse. Ou les forces électromagnétiques. Je te le demande. Est-ce que c'est la gravité qui interagit dans la science des atomes et leur interaction de toutes particules élémentaires fondamentales qui, à ce jour, nous en connaissons plus de 200? Ou c'est les forces électromagnétiques? Je te pose la question. Ouais. Exactement, on veut des échanges, on s'en crisse de qui a raison. T'as compris, mon homme, t'as dans le mille. Tu devrais copier-coller 50 fois ce que tu viens de dire dans le chat, juste pour être sûr que ça leur rentre dans le crâne. Donc, à ce que je vois, on a toujours rien là-dessus. Bon, ben moi, j'aimerais parler du sujet 7, qui est le diélectrique, dans le fond. Puis que nous sommes sur la matière de la Terre, qui est, selon mon opinion, dans le milieu des interactions des piliers magnétiques, donc dans le champ quasi-statique de la sphère d'énergie. Et dans cette sphère d'énergie-là, il y a des énergies lumineuses, des énergies de vibration, des énergies thermiques, électromagnétiques, électriques, scalaires, il y a des neutrinos, il y a de la radiation, il y a toutes sortes d'énergies qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. OK? Puis dans cette sphère d'énergie-là, ben la matière est dans le centre car elle est le diélectrique dans le but de maintenir l'énergie, comme ton corps. Ton corps, il y a un champ magnétique et il est électrique. Tous tes nerfs, ton cerveau, tous tes muscles fonctionnent par impulsion électrique. Et cette électricité-là est maintenue à l'intérieur de ta matière qui est ton corps. Et le champ électromagnétique qui s'en résulte est ta pensée, qui est l'énergie lumineuse de ta volonté, qui, elle, crée un égrégore qui se propage. Donc, nous sommes des êtres cristallins, hein?
Puis comme notre ami Elbaz dit si bien, nous vibrons à une résonance et nous illuminons à une lumière d'une très vieille musique primordiale cosmique qui nous vient directement, là ce bout-là il se rajoute de Jonathan, du créateur, de la créatrice, de l'univers, de cette belle et fantastique découverte qu'est notre conscience à travers nous-mêmes. Parce que c'est ça l'univers en fait, hein? C'est l'infinie possibilité de chaque possibilité qui crée son infini. Donc nous sommes tous unis vers l'accord et l'harmonie de cette musique, de cette mélodie qui résonne dans chaque individu qui croit ou non en la vie. Voilà. Fait que pour moi c'est assez clair. Puis là, j'avais le goût de vous faire des petits dessins. Mais ça serait compliqué, il faudrait que quelqu'un filme. Puis il n'y a pas personne qui a voulu débattre avec moi en plus. Mais je pense que la prochaine fois, je vais faire une vidéo juste sur le diélectrique, la sphère d'énergie. Puis je vais vous dessiner avec une page blanche ma perception, mon ressenti, puis ce qui en est décrit dans les anciens textes, les religions, parce qu'il faut pas oublier que la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille sur ce mensonge que la NASA nous donne et que plusieurs autres organismes mondiaux nous donnent, dans le but d'extraire des sommes colossales d'argent pour financer des projets top secrets, ben, c'est que quand on regarde que ça soit la Torah, le Coran, la Bible, les Anunnaki et plein d'autres anciennes mythologies, on s'aperçoit que durant le temps de la création, ben, la Terre, malheureusement, était sans forme. Je vous le rappellerai. Donc, 432 Hz, 72 BPM de Joe l'Indigo, qui a bien aimé faire un show. Puis la prochaine fois, j'espère que Laurent ou Aurélien ou n'importe quel globiste aura le courage de confronter ses perceptions avec les miennes dans le but d'avoir un débat sincère et honnête pour aider à conscientiser les gens et leur donner plus de choix et d'informations. Donc, merci encore à chaque individu de votre temps. Je pensais pas que vous seriez aussi nombreux pour ce sujet. C'est fascinant. Bonne journée, mes chers bons vivants.